Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures dont elles sont les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres. Et à Dakar, au Sénégal, ouverture du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la 18e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour suivant le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 décembre 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de loi portant ratification des statuts du Centre international de génie génétique et de biotechnologie. Ce Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie est une organisation intergouvernementale unique, créée initialement en tant que projet spécial de l'ONUDI. Entièrement autonome depuis 1994, il gère 46 laboratoires à travers le monde et de pointe. Il joue un rôle clé dans la biotechnologie dans le monde entier pour l'excellence de la recherche, de la formation et du transfert de technologies à l'industrie afin de contribuer concrètement à la réalisation d'un développement mondial durable. Les principaux instruments d'action de l'organisation sont l'enseignement avancé par le biais de bourses de doctorat et post-doctorales, de réunions et cours scientifiques internationaux, de subventions compétitives pour les scientifiques des États membres, le transfert de technologies vers l'industrie pour la production des biothérapies et de diagnostics. L'organisation est dédiée à la recherche avancée et à la formation en biotechnologie et en biologie moléculaire et biotechnologie et à l'avancement des connaissances en appliquant les dernières techniques dans les domaines de biomédecine, de l'amélioration des cultures, de la protection de l'environnement et de l'assainissement, de la production de produits biopharmaceutiques, de biopesticides et de biocarburants. Parmi ces nombreuses activités de recherche, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, développe déjà plusieurs axes de recherche scientifique, la recherche des composés bioactifs des plantes et des algues, les études biologiques et phytochimiques des mangroves, l'étude de la résistance bactérienne aux antibiotiques, la recherche médicale, la recherche en génétique et en biotechnologie végétale pour l'adaptation des palmiers dattiers au stress abiotique et la caractérisation du patrimoine faunicole. Donc le CERD aura certainement à travailler avec ce centre dans ces différents domaines précités. Dans le cadre donc de ces activités, le CERD renforce régulièrement ses partenariats internationaux dans le but d'approfondir progressivement ces disciplines scientifiques. L'adhésion au Centre international de génie génétique et de biotechnologie ne peut que faciliter à la République de Djibouti l'accès à ces technologies de pointe. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification du protocole de coopération en cas d'urgence maritime. Notre pays est soumis à un trafic maritime très dense, ce qui accroît le risque d'accident en milieu marin qui impacterait considérablement le tourisme et la pêche dans notre pays et dans la région. Le présent protocole instaure un cadre juridique pour faciliter le processus de prêt et de transfert d'experts et d'équipements en cas de situation d'urgence maritime. Concrètement, lors de la survenance du dommage, si le pays impacté ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants, il peut formuler une demande d'assistance auprès des autres pays signataires de ce protocole, qui seront tenus de fournir en temps opportun tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire les experts, les techniciens et des équipements, du matériel pour faire face à cette catastrophe en milieu marin et en zone côtière. Le présent protocole vise à prévenir, réduire et maîtriser toute forme de pollution dans la mer Rouge et le golfe d'Aden en instaurant un cadre juridique pour une coopération interrégionale. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de l'Agence djiboutienne des routes. L'ADR a pour mission la mise en œuvre des travaux d'études, de construction, d'entretien et de réhabilitation du réseau routier national dans le cadre du programme de développement de la logistique de transport.
L'année 2022 sera marquée par la réalisation de grands projets qui se présentent comme suit. Les travaux de rénovation et de modernisation des routes nationales, la réhabilitation des voiries urbaines. Le budget prévisionnel 2022 de l'ADR est présenté en recettes et en dépenses à la somme de 2 795 millions de francs djibouti. Les recettes seront constituées principalement d'une subvention du budget national à hauteur de 500 millions de francs, d'un contrat de travaux de réhabilitation du corridor routier de 400 millions de francs, des travaux de voirie urbaine, des nouveaux lotissements programmés dans la capitale de 650 millions de francs et la réalisation de travaux divers de 151 millions pour le compte des établissements publics et privés. Les dépenses seront consacrées essentiellement aux travaux de réhabilitation et de rénovation des voiries urbaines des différentes communes de la capitale, à savoir Bolaos et Balbala. Les dépenses d'investissement représentent un montant de 516 millions de francs djibouti. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2022 de l'Agence de réhabilitation urbaine du logement social et plus connu sous l'acronyme ARULOS. Le budget prévisionnel d'ARULOS pour l'exercice 2022 est arrêté en produit à 2 830 millions de francs djibouti et en charge à 1,7 milliard de francs djibouti. Les investissements prévisionnels des projets sur fonds propres sont estimés à hauteur d'1,129 milliard de francs djibouti, soit un résultat net de 644 496 francs djibouti. Les investissements prévisionnels des projets bailleurs sont estimés à 13 919 millions de francs djibouti. La cinquième question concerne un projet de décret portant confirmation du directeur général du port de Tajoura, M. Omar Hassan Omar, précédemment directeur général du port de Tajoura par intérim, est confirmé dans ses fonctions. Et nous allons en Arabie Saoudite où le président du Parlement, Mohamed Ali Ahmed, a été reçu par le président du Conseil de la Shura de l'Arabie Saoudite. Au cours des entretiens, le président du Conseil de la Shura de l'Arabie Saoudite, Dr Abdullah Ben Mohamed Ben Ibrahim Al-Sheikh, a expliqué les développements successifs que traverse le Royaume d'Arabie Saoudite à la lumière de la vision du royaume à l'horizon 2030. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a salué les relations distinguées entre le Royaume d'Arabie Saoudite et Djibouti. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdelli, a lancé ce matin au Sheraton Hotel un atelier de validation nationale de la stratégie de dépistage du VIH-Sida et de la stratégie combinée organisée en collaboration avec l'OMS, l'ONU-Sida et le PNUD. Les résultats satisfaisants ont été enregistrés grâce aux efforts conjoints dans la lutte contre le VIH-Sida ainsi que la prévalence du VIH dans la population générale est passée de 2,9 en 2002 à 1,1 en 2020. Et de la stratégie de dépistage du VIH. Par leur endossement, le gouvernement djiboutien intègre des stratégies innovantes à sa réponse nationale pour mieux atteindre les 3,95 et ainsi respecter ses engagements, à savoir mettre fin au sida d'ici 2030. En effet, la mise en application de ces deux documents stratégiques renforce significativement la prévention et la prise en charge du VIH en permettant aux prestataires de soins, mais aussi à la société civile, d'être mieux outillés afin de faciliter leur travail au quotidien et de réduire les nouvelles infections. Je voudrais d'abord saluer l'engagement et le soutien indéfectible du ministre de la Santé et de son ministère pour pouvoir organiser donc cette journée très importante pour la validation de la stratégie de prévention combinée et de la stratégie de dépistage du VIH en vue de renforcer la réponse nationale. Cet atelier de validation de la stratégie s'inscrit dans cette semaine, donc dans la semaine axée sur la prévention de l'infection. Il traduit également la forte détermination du gouvernement djiboutien, principalement du ministère de la Santé, de vouloir prendre des actions concrètes, adaptées au contexte local, pour apporter une réponse qui est basée sur les dernières évidences dans la lutte contre le VIH-Sida. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, s'est également exprimé suivant un extrait
de son intervention. Djibouti a promulgué des textes de loi, des dispositions légales et réglementaires qui renforcent les cadres juridiques pour protéger les populations vulnérables et surtout les personnes vivant avec le VIH-Sida et leurs familles. L'implication de la société civile dans la riposte a été nettement améliorée et est justifiée par leur participation à toutes les instances de planification, de coordination, de suivi et d'évaluation de la riposte nationale. Des programmes d'appui au développement socio-économique des personnes vivant avec le VIH pour atténuer l'impact social de l'épidémie sont en cours de mise en œuvre avec l'appui de nos partenaires, surtout le PAM, le Programme alimentaire mondial. Le nombre estimé de décès est passé de 822 en 2010 à 348 en 2019 et là nous sommes à 342 en 2020. Mesdames et messieurs, quoique le pays ait enregistré ces résultats positifs dans la prévention et le traitement des personnes vivant avec les VIH, il reste encore beaucoup de choses à faire pour atteindre les objectifs des 3,90. Il s'agit de combiner plusieurs outils de prévention en fonction du comportement des personnes à risque, de leurs besoins, de leurs pratiques ou de leur mode de vie. Rien ne sera tabou. Il faudra qu'on puisse vraiment mener toutes les études nécessaires pour savoir vraiment les populations vulnérables et les populations cibles à ces programmes-là. Dans l'actualité également et dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a honoré de sa présence le réseau des associations des femmes de PK12, dénommé Elle et Elle, dans l'après-midi du 5 décembre. Accompagnée de la représentante du Bureau des Fonds des Nations Unies pour la population à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim, des responsables du ministère du FUNIAP. Objectif de cette rencontre organisée par le ministère avec l'appui du FUNIAP au siège de l'association Folie aux Fleurs était de sensibiliser la communauté sur les violences faites aux femmes. Ensuite, la ministre s'est rendue à Hajidide où elle a rencontré les femmes actives des différentes associations de ce quartier. Pour agir efficacement contre les violences faites aux femmes, il est nécessaire d'avoir une connaissance précise de l'ampleur de leur nature. Les échanges ont également porté sur les moyens de sensibiliser la population djiboutienne contre la violence basée sur les genres afin de trouver des solutions, une approche positive et répondre aux besoins de ces victimes. Une réunion portant sur le programme transfrontalier de résilience communément appelé Cluster 4 ou Dikil Cluster, reparti sur 3 pays, Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie, a eu lieu ce matin au Sheraton Hotel. Cette réunion, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi, et le secrétaire exécutif de l'EGAD, a vu la participation du ministre de l'État, le CVO de l'Éthiopie, et le ministre de l'Agriculture et des Forêts de la Somalie, Mohamed Adam Moalem. L'initiative de l'IGAD pour la résilience et la durabilité en cas de sécheresse a été développée par l'IGAD et les États membres comme une stratégie pour mettre fin aux urgences liées notamment à la sécheresse. En prenant la parole, le ministre éthiopien a indiqué, je le cite, « J'ai le plaisir de participer à cette réunion d'adoption des programmes de développement conçus pour le cluster l'IGAD pour les zones transfrontalières de Djibouti, de l'Éthiopie et de la Somalie. C'est en effet un privilège de présider l'adoption des importants programmes de développement visant à renforcer les capacités des résiliences des communautés vulnérables. Le gouvernement éthiopien a profondément reconnu que les communautés qui partagent le même écosystème et le même défi sont interconnectées par le biais des ressources naturelles partagées, des interactions socio-culturelles régionales et de transactions socio-économiques issues notamment du commerce frontalier. Quant au ministre somalien, il a indiqué que c'était un grand plaisir et un honneur d'être à Djibouti
et de participer à cette réunion ministérielle critique pour examiner notre programme de résilience pour l'IGAD, où indiquer donc le cluster 4 qui nous unit tous dans cette belle capitale, contribution apportée notamment par l'expertise technique, les communautés transfrontalières, l'expertise nationale, les responsables politiques, les gouvernements locaux et le personnel enthousiaste. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les partenaires au développement qui y ont également contribué pour leur assistance technique et financière pour le programme de résilience numérique, l'amélioration de la résilience aux catastrophes non liées au tirage au sort pour les communautés dans le cluster numérique, qui est une initiative globale de plusieurs millions de dollars pour la mise en œuvre en cours des 5 années. Et s'exprimant également à cette occasion, le secrétaire exécutif de l'IGAD a tout d'abord souhaité la bienvenue à tous. Je le cite donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'une réunion spéciale qui a été convoquée pour recevoir et examiner et approuver un ensemble de résilience, l'amélioration des propositions qui ont été formulées dans le cadre consultatif Idrissi, le soulèvement et les vies, ainsi que les moyens de subsistance des communautés dans les zones frontalières partagées entre Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Cette nouvelle frontière de coopération, en mettant l'accent sur la coordination régionale et numérique. Suivant cette fois le mot donc à cette occasion du représentant donc du secrétaire général de l'agriculture. Depuis le sommet tenu à Nairobi en septembre 2011 qui a conduit au lancement de l'initiative Idrissi sur la résilience à la sécheresse et à sa durabilité intitulée Idrissi, afin de mettre fin aux crises de sécheresse dans la région des pays de la Corne de l'Afrique, beaucoup d'efforts et d'investissements ont été menés dans notre région, notamment dans le domaine de la résilience. L'initiative de l'IGAD sur la résilience et la durabilité en cas de sécheresse a été développée avec l'IGAD et les États membres de la région comme une stratégie permettant de mettre fin aux urgences liées à la sécheresse en élaborant des programmes de développement pour la résilience et la sécheresse, notamment après la sécheresse de 2010-2011, en se focalisant sur les communautés vulnérables dans les pays de la Sahel. Des programmes et des projets ont donné la priorité à la coordination transfrontalière et à la programmation commune entre les États membres ayant pour objectif des communautés, des institutions, des écosystèmes résilients aux catastrophes de la sécheresse dans la région de l'IGAD, et d'un plan d'action en 2027. Les programmes du cluster 4 de l'IGAD visent, appelé notamment cluster de Dikhil, visent à renforcer la résilience des communautés rurales vivant dans le cluster de Dikhil, confrontées à la sécheresse, au changement climatique et autres catastrophes. Il contribue à cet effet en facilitant le développement d'un approvisionnement en eau fiable, accessible et durable, en améliorant la résilience et la productivité des systèmes de pâturage qui soutiennent les moyens de subsistance des communautés rurales transfrontalières et en améliorant la productivité agricole durable ainsi que l'accès aux services de base et de réduction des conflits, de l'insécurité, en ciblant particulièrement les communautés pastorales et agro-pastorales du cluster de Dikhil qui est situé à la frontière commune entre l'Éthiopie, Djibouti et la Somalie. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, a reçu l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Les discussions ont porté d'emblée sur l'excellence des relations entre les deux pays ainsi que l'appui conséquent de la Chine à l'Afrique en général et à Djibouti pour un partenariat inclusif gagnant-gagnant. L'ambassadeur a également mis l'accent sur les 9 programmes énoncés par le président chinois Xi Jinping lors du forum Chine-Afrique qui œuvre de nouvelles perspectives de coopération pour Djibouti et plus particulièrement sa jeunesse.
Ensuite, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Hassowe, a reçu la nouvelle ambassadrice britannique à Djibouti. Les deux responsables étatiques ont d'emblée évoqué la récente ouverture de l'ambassade britannique à Djibouti ainsi que la coopération qui se met timidement en place entre les deux pays. La ministre, quant à elle, s'est déclarée satisfaite de la visite de l'ambassadrice et a évoqué la politique clairvoyante du président Ismaïl Omar Guelleh qui a décidé de la création du département qu'elle a l'honneur de diriger. Une cérémonie de remise d'attestation dénommée Level 1 de la langue chinoise organisée hier dans la commune de Belbala. Organisée par la commune de Belbala et le centre UTE, dirigé par l'association Dar es Salaam. Cet événement constitue une première à Djibouti et a donné une grande opportunité aux étudiants qui veulent poursuivre leur cursus universitaire en Chine. Ainsi, apprendre le mandarin à Djibouti et rentrer directement à l'université en Chine en gagnant une année sur leur cursus universitaire. 23 étudiants ont obtenu leur attestation de level 1 et 2, s'engageant à suivre le level 2. Dans le reste de l'actualité, le ministère du Budget a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie d'ouverture du 3e tour des négociations visant la préparation d'une convention fiscale entre Djibouti et la France. La délégation du ministère français de l'économie et des finances ainsi que de la relance était parrainée par Christelle Gomez, première conseillère de l'ambassade. Cette délégation a été conduite par M. Florian de Filippo, chef de bureau E1 de la direction de la législation fiscale, accompagnée de Mme Lina Madaloni, inspectrice principale du bureau de la fiscalité internationale. La délégation djiboutienne était parrainée par Mohamed Ali Hassan, secrétaire général des Affaires étrangères, Simon Mebratou, secrétaire général du ministère du Budget. De confiance mutuelle. La France souhaite s'investir de manière durable à Djibouti autour de projets structurants sur une logique gagnant-gagnant. Et en effet, la priorité sera de faciliter les investissements responsables et durables dans l'intérêt d'une croissance inclusive. Je vous laisse donc en compagnie d'excellents négociateurs français, des ministères de la Finance, de l'économie, des Finances et de la Relance, ainsi que du ministère des Affaires étrangères. Et je souhaite un bon travail à tous pour ces 3 prochaines journées. Suivant cette fois les interventions respectives du directeur général des impôts, Saïd Guelleh, et le chef de la délégation djiboutienne, Abdel Fattah Moussaaré, chef du cabinet du ministère du Budget. La participation à cette cérémonie d'ouverture aujourd'hui de cette négociation témoigne tout simplement de l'attachement et de l'importance que nous accordons à ce dossier capital de la négociation sur cette convention, qui est également le résultat de cette volonté politique et qui a fait l'objet de plusieurs discussions, et notamment lors de la dernière visite du président de la République en France, où on avait discuté cette question largement, qui avait été également reflétée dans les procès-verbaux et une des déclarations qui avait été signée. Je souhaite donc à tout le monde une bonne réunion, des bonnes discussions, et nous serons attentifs au suivi de ces discussions et de ces négociations en tant que ministère des Affaires étrangères pour permettre à ce que nous arrivons à des résultats concluants et bénéfiques aux deux parties en tenant compte de la réalité qui anime ici à Djibouti, mais également de la réalité des textes. Il y a plusieurs textes qui ont été évoqués, notamment le traité de défense, l'autre convention qui concerne les assistants techniques français qui travaillent ici à Djibouti. Tous ces textes-là seront mis à disposition de l'ensemble de nos négociateurs pour faire en sorte que cette discussion soit concluante. Pour notre part, en tout cas, vous avez vu toute la force de la composition de la délégation djiboutienne, des responsables fiscaux. Cela traduit tout l'intérêt que nous attachons et nous voulons également à notre tour vous remercier pour tout l'intérêt que vous portez à ce projet parce que, comme le secrétaire général l'a souligné,
avoir des discussions en vidéoconférence dans un domaine aussi technique, ce n'est pas aussi évident, mais la volonté y était ferme. Et aujourd'hui, le fait de le traduire par des séances présentielles est encore un grand pas en avant. Et pour nous, ces discussions seront très importantes. Elles vont jalonner le chemin qui nous attend en matière de négociation avec beaucoup d'autres sur les conventions de non-double imposition. C'est d'abord l'intérêt qui est porté au développement économique et mutuel entre les deux parties, mais c'est également aussi pour nous une amorce de réforme fiscale en interne qui va traduire, parce que qui dit convention de non-double imposition de nos jours, c'est l'instrument essentiel par excellence pour un investisseur pour pouvoir s'implanter dans un pays. Comme vous l'avez vu, c'était les interventions de Mohamed Ali Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et de Simon Mebratou, secrétaire général du budget. Suivant cette fois, c'est quelques réactions des participants. Nous sommes là aujourd'hui au Palais du Peuple avec une délégation française et une délégation djiboutienne qui vont ensemble débattre sur une convention fiscale de non-double imposition. C'est le troisième niveau que nous sommes en train de discuter et ça va aboutir à la signature d'une convention de non-double imposition. Et tout ça suit la visite du président de la République en France, les intérêts économiques qui lient la France et la République de Djibouti pour éviter toute entrave. Et donc nous sommes confiants de l'aboutissement de cette convention. Ce sera bénéfique et ce sera gagnant-gagnant pour les deux pays. L'objectif d'une convention fiscale est d'une part de garantir les recettes, garantir nos recettes à Djibouti, et d'autre part d'attirer les investisseurs français ou européens installés en France à Djibouti. Jusqu'à maintenant, il y avait un système un peu déséquilibré pour notre pays parce que lorsqu'une entreprise française venait à Djibouti, elle était soumise à l'impôt ici et la France les imposait. Et pour que ces entreprises viennent à Djibouti, qu'est-ce que nous faisions? Nous accordions des exonérations dans le cadre du Code des investissements, ce qui revenait à perdre des recettes qui devaient nous revenir naturellement à notre pays, et la France continuait à percevoir ces recettes-là. Pour pallier à ces problèmes, maintenant nous allons commencer à négocier des conventions fiscales avec nos principaux partenaires. Ces conventions fiscales vont définir dans quel cadre une entreprise qui vient investir à Djibouti, elle sera soumise aux impôts, elles vont être imposées à Djibouti, les impôts qu'elles vont payer iront dans les trésors de Djibouti et ces entreprises-là ne seront pas imposées dans leur pays d'origine, que ce soit en France ou ailleurs. C'est là l'avantage essentiel. Malgré les multiples sensibilisations faites par la gendarmerie pour dissuader les jeunes couples de se rendre dans les lieux sombres et isolés, il est constaté que malheureusement, certains ne semblent pas suivre les recommandations. Pour cause, depuis quelques semaines déjà, la brigade des quartiers 6 et 7 a vu le nombre de plaintes pour extorsion se multiplier, toujours dans les mêmes circonstances. Décidés à freiner ce type de délinquance, les gendarmes de la brigade 6 et 7 se sont lancés à la recherche des délinquants grâce aux signalements donnés par les victimes. Ainsi donc... C'est donc une réussite que les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur ces individus correspondant parfaitement au signalement dans la soirée du 4 décembre. Au final, c'est un butin délictuel de 30 téléphones portables, 3 tablettes, 7 PC portables et des différentes marques, un collier en or, 3 paires de boucles d'oreilles en or et enfin 3 bracelets en or. 11 individus en qualité d'auteurs, co-auteurs, complices et receleurs ont été appréhendés et seront présentés devant la justice pour répondre de leurs actes. Encore une fois, la gendarmerie sensibilise la population à faire preuve d'une grande vigilance en se rendant couple dans des endroits susceptibles de favoriser les extorsions en toutes sortes. Dans l'actualité internationale, ouverture à Dakar du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. L'impact du Covid-19 sur le continent, la cybersécurité, la lutte contre la
désinformation, le terrorisme, le changement climatique sont au centre des discussions du forum à Dakar. Eh bien, ce forum sur la paix, la sécurité en Afrique qui s'est ouvert hier, 6 décembre, après une pause due à la crise sanitaire. Ce forum est à sa 7e édition et s'inscrit dans le cadre de la réflexion sur les moyens de faire face à la pandémie et de ses impacts sur la sécurité à travers le thème « Les enjeux de stabilité, d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19 ». Au cours de la première partie du forum, sous la forme d'une table ronde et d'ateliers de haut niveau axés sur la stabilité post-Covid-19 auquel l'Afrique est confrontée alors que le continent s'engage sur la voie du redressement après la crise covidienne. Le programme comprenait une session sur la manière dont les défis du changement climatique et leur évolution démographiquement fréquemment cités comme des facteurs susceptibles d'entraîner l'instabilité et l'insécurité sur le continent africain. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.